Bienvenue pour l'entretien de France 24. Nous avons posé nos bagages au ministère des Affaires étrangères, qui est l'organisateur de la fameuse Nuit des idées. Et pour cette édition 2017, eh bien, cette manifestation s'invite dans une quarantaine de pays, organise des rencontres, des débats avec des intellectuels pour interroger l'humanité sur son avenir. Et pour ce qui est des idées, eh bien, mon invité n'en manque pas, des singulières pour le moins d'ailleurs. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous venez de publier aux éditions Alary Notre France, dire et aimer ce que nous sommes. Et vous invitez les Français à redevenir ce qu'ils sont vraiment finalement, des homo politicus. Vous devez vous réjouir de cette nuit des idées, ça va dans le sens finalement de ce que vous souhaitez pour eux. Ah mais complètement. Je pense que plus la crise est grande, plus on a besoin d'idées, plus on a besoin de débats, plus on a besoin même en quelque sorte d'utopie, parce que c'est au moment où la réalité qui vous enferme semble absolument impossible à changer que vous avez besoin d'idées. Vous savez, quand les démocraties traversent des crises, elles peuvent s'en sortir soit par des formes de New Deal, des nouveaux contrats sociaux, comme celui de Roosevelt dans les années 30, soit en s'effondrant et en sombrant dans la xénophobie et dans le repli. Et donc on est sur cette crête-là en ce moment. Et c'est pour ça que c'est plus utile que jamais de débattre, d'avancer des idées, de les contredire, de s'écharper même intellectuellement s'il le faut. Alors, revenir aux grandes idées, vous dites, et à l'éthique de conviction, plutôt que toujours le pragmatisme, la réelle politique en quelque sorte, le côté gestionnaire finalement de cette politique qui nous enferme. Ben oui, vous savez, pendant 30 ans, les sociétés occidentales ont été dirigées par des gens qui pensent que la politique peut se résumer à de la gestion et à de la communication. Mais quand les grandes promesses de la mondialisation heureuse s'avèrent impossibles à remplir, quand nous avons une crise profonde de nos systèmes politiques et économiques, eh bien, à ce moment-là, il faut quelque chose de plus que la simple gestion. Il faut quelque chose de plus que de la simple discussion d'experts comptables sur le nombre de fonctionnaires ou sur la dette publique. Il faut inventer de nouveaux communs, c'est le thème du débat, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vous savez, une société, ça ne tient pas juste avec des chiffres. Bien sûr qu'il faut être rigoureux dans la dépense publique et dans la gestion des deniers du peuple. Mais là aussi... vous êtes en train de nous parler des primaires, en fait, des primaires en France, qui sont l'occasion d'un débat d'idées, mais que vous trouvez encore trop ancré. Plus généralement, il faut redessiner un horizon collectif. Le simple individualisme ne suffit plus et les gens ne savent plus ce que signifie être français, être européen. Mais ça veut dire aussi que la classe politique ne fait pas le job pour vous. Elle manque d'idéal collectif, elle manque d'horizon collectif. Elle a vraiment cru, moi j'ai été à Sciences Po aussi, on nous a formés à être de bons gestionnaires, de bons communicants, mais on n'a plus compris la nécessité d'avoir des idéaux collectifs pour faire tenir une société, pour forger un peuple. Ça ne peut pas tenir par lui-même. Nos sociétés sont artificielles, elles dépendent d'idées, d'horizons, de collectif. Ouais, je rappelle quand même que vous êtes le fils d'André Glucksmann, qui vous lisait, vous le racontez d'ailleurs petit, les récits, enfin en tout cas toute la littérature humaniste. Alors ça vous a marqué, vous dites que ce récit-là, humaniste, n'existe plus. On a vu d'ailleurs beaucoup le récit se modifier, peut-être sous la pression des attentats. Comment vous expliquez qu'est-ce qui a été le basculement? Pourquoi on a cessé l'idéologie et de rêver? Les attentats arrivent dans une société qui est déjà malade. Le récit humaniste s'est perdu à cause d'un trop long silence des élites dites de gauche ou dites progressistes qui ont cessé de dire cette France humaniste, qui ont cessé de dégager un horizon collectif pour le peuple français. Et du coup, quand vous vous taisez, eh bien d'autres commencent à parler. Et progressivement, les héritiers de Barrès et de Maurras se sont emparés du récit français et ont réussi à imposer leur grille de lecture dans le débat public. Et les principaux responsables de ça, c'est d'abord les intellectuels dits progressistes ou dits de gauche qui ont laissé dans le caniveau l'histoire de France et les valeurs qu'elle a incarnées. Les Français, ils ont été très marqués, choqués par les attentats. Vous dites d'ailleurs ils étaient sur le registre de la seule émotion. Et puis les religions sont désormais au cœur du débat contre la montée d'un islam radical. Quel est l'antidote? Est-ce que c'est une laïcité revendiquée? Alors quelle laïcité exactement? Ou la chrétienté que met en avant par exemple un François Fillon? Mais qu'est-ce qui fait la singularité de la France? C'est d'avoir des églises qui sont extrêmement importantes dans notre patrimoine et dans notre héritage, ou c'est d'avoir inventé la laïcité. Je pense sincèrement qu'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution française ne répondra en rien, à la perte des repères, et deux,
à la montée de l'islamisme. Ce qu'il faut, c'est au contraire réaffirmer sans adjectif la laïcité française, le modèle républicain français. C'est reprendre cette phrase de Clermont-Tonnerre qui s'est adressée aux Juifs, tout accorder aux Juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation. Il n'y a pas en France de modèle communautariste. Il y a un modèle républicain qui, par contre, doit offrir aux jeunes des quartiers défavorisés les moyens de leur émancipation. Et aujourd'hui, on ne remplit absolument pas cette mission-là. Et donc, il faut être extrêmement ferme sur l'islamisme politique, extrêmement ferme sur la laïcité, et en même temps comprendre qu'il y a eu un énorme raté dans la machine intégratrice française. Alors, vous expliquez d'ailleurs très bien que la France éternelle, figée, ça n'est pas du tout la vraie France. Elle est multiculturelle, en fait, attachée aux droits de l'homme. Quand on regarde la question des réfugiés, par exemple, est-ce que c'est l'Allemagne que vous évoquez, avec 1 million de réfugiés acceptés, qui donne désormais des leçons de morale, des leçons d'humanisme à la France? Alors d'abord, la France éternelle, elle n'est pas figée, justement. La France éternelle, elle a été éternelle parce qu'elle a su évoluer, changer, avoir des identités différentes selon les périodes, accepter qu'une identité, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue. Un individu, quand il a 5 ans et quand il en a 50, n'a pas exactement la même identité. Pourquoi un peuple devrait avoir la même identité pour l'éternité? Donc elle est éternelle, la France, parce qu'elle accepte de changer. Et effectivement, il s'est passé quelque chose d'absolument fondamental, je pense, à l'été 2015, une sorte de basculement historique en Europe, où eh bien, l'intellectuel parisien s'est avéré un moins bon porte-drapeau des valeurs humanistes que le supporter de foot allemand. Et quand on sait ce que pense l'intellectuel parisien... Et qu'Angela Merkel, on peut dire non, aussi. Et qu'Angela Merkel, mais il y avait un mouvement en Allemagne absolument fascinant de patriotisme ouvert, où les gens se découvraient fiers d'être allemands dans l'accueil des autres, des boat people qui mouraient en Méditerranée. Et pendant ce temps-là, en France, il y a eu une forme de gêne, de non-dit, de non-action des leaders dits progressistes. Et pas un homme politique de gauche en France n'a repris le quart du 10e des mots qu'utilisait une chancelière de droite en Allemagne. Alors, le rêve européen, globalement, il se délite quand même après le référendum sur le Brexit en particulier. Comment le réenchanter s'il n'a jamais été enchanté? Parce que vous dites aussi, finalement, la parole a été portée par des technocrates ces dernières années et que finalement, sans imagination... Et c'est ça qui l'a désenchanté. L'Europe est encore sauvable? Bien sûr que l'Europe est sauvable. Je pense même qu'il n'y a pas d'alternative à la construction de l'Europe. En particulier, coincé entre Trump et Poutine, il n'y a aucun moyen de s'en sortir seul. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le désenchantement vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas tout d'un coup une vague populiste qui tombe du ciel. Ça vient des faillites de l'Europe telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été créée. Et effectivement, comment pouvez-vous imaginer parler au peuple avec une Europe qui refuse d'avoir un projet politique, qui refuse d'avoir des institutions réellement démocratiques et qui refuse, en fin de compte, d'assumer ce qu'elle est appelée à devenir, c'est-à-dire une démocratie européenne, avec un président de l'Europe, avec une armée européenne et avec des institutions gouvernementales européennes. Tant qu'on restera dans l'entre-deux, eh bien, les souverainistes gagneront. Pourquoi? Parce que quand ils critiquent, par exemple, le fait que nous ayons un espace sans frontières, sans créer de parquet ou de services de police communs, ils disent que c'est une faillite sécuritaire. Eh bien oui, c'est une faillite sécuritaire. On serait bien en peine de les contredire. Quand ils nous expliquent que créer un marché commun sans normes sociales et normes environnementales communes, eh bien ça créera du dumping. Eh bien ils ont raison. Donc soit on accepte... Donc plus de régulation, plus d'Europe, vous dites. Mais bien sûr, soit on accepte de faire un pas de plus, soit le projet mourra parce qu'il est aujourd'hui incohérent. Je rappelle que vous avez été, elle n'est pas encore dans la famille européenne, mais proche conseiller, consultant du président géorgien Saakashvili. Vous avez d'ailleurs publié avec lui en 2008 « Je vous parle de liberté ». L'histoire s'est mal terminée pour lui, en 2012 en particulier, alors qu'il a été largement battu aux élections par un milliardaire nationaliste, ça rappelle certaines histoires. Vous avez des regrets dans les conseils prodigués, finalement? Bien sûr, quand on perd, on a forcément des regrets. Et surtout, en fait, moi, ça a été une leçon incroyable, parce que toute la campagne de ce milliardaire qui s'appelle Ivanishvili a été conçue autour du thème de l'identité géorgienne. Vous volez l'identité géorgienne, vous détruisez l'identité géorgienne avec toutes vos réformes cosmopolites, vos appels aux Turcs, aux investissements turcs, aux étrangers, aux Occidentaux. Et honnêtement, moi, ça m'a fait rire au début. Je pensais que c'était complètement lunaire comme approche de la politique et que tant qu'il y avait de la croissance, en quoi l'identité géorgienne deviendrait un thème de campagne. Et ça s'est transformé en rouleau compresseur idéologique. Et c'est là où j'ai compris, en fait, en Géorgie, quelle pouvait être la force du discours identitaire en politique.
Et alors aujourd'hui, l'autre milliardaire qui fait peur à l'Europe, il y a des raisons de s'inquiéter, Donald Trump? Mais bien sûr qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Je pense qu'il faut arrêter de faire la politique de l'autruche. Quand un homme comme Trump prend le pouvoir, les institutions ne le tamisent pas, ne le rendent pas modéré subitement. Quand des xénophobes ou des populistes prennent le pouvoir, eh bien, contrairement malheureusement aux démocrates et aux progressistes, ils appliquent leur programme, et on le voit là avec Trump. Et donc quand il déclare que son but est le démantèlement de l'Union européenne et qu'il trouve que l'OTAN est obsolète, il faut le prendre au mot. Il va vraiment agir pour ça. Et que Poutine est un brave type. Et que Poutine est un brave type. Et donc là, on se retrouve avec une Europe coincée entre d'un côté Donald Trump, de l'autre Vladimir Poutine, qui non seulement, enfin, c'est pas une simple question de politique étrangère, ils ne remettent pas simplement en cause les options diplomatiques de l'Europe, ils remettent en cause les modèles de société européens, ils remettent en cause cette volonté de pacifier les rapports sociaux et les rapports internationaux. Et donc on assiste à un grand concours de machisme entre Washington et Moscou. Et là, il va falloir qu'enfin on assume ce qu'on est et qu'on porte une voix européenne. Merci en tout cas, Raphaël Glucksmann, d'avoir tenté de porter cette voix française et européenne. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien. Vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations.